Chapitre 90 Tête ou queue. De balena vero sufficit sirex habeat capu, et regina codam. Prise avec son contexte, cette phrase latine des livres de loi britanniques signifie que quiconque a capturé une baleine au large des côtes de ce pays doit en remettre la tête au roi en tant que grand harponneur honoraire, tandis que la queue doit en être respectueusement offerte à la reine. Partage qui ressemble fort à celui d'une pomme vue qu'il n'y a rien entre deux. Sous une forme différente, cette loi est encore en vigueur actuellement en Angleterre, et comme à bien des égards, elle est en contradiction avec le principe général de poisson attaché et de poisson perdu, elle fera l'objet de ce chapitre. Ne procède-t-elle pas des raisons qui veulent que les chemins de fer britanniques fassent courtoisement les frais d'un wagon spécial pour les aises de la royauté ? Pour vous prouver d'abord que cette loi est encore en vigueur, je vous rapporterai un fait survenu au cours de ces 2 dernières années. Il arriva que quelques honnêtes marins de Douvres, de Sandwich ou de l'un des 5 ports aient, après une dure chasse, réussi à tuer et à échouer une superbe baleine qui avait été signalée depuis le rivage. Les 5 ports tombent partiellement sous la juridiction d'une sorte de policier ou d'un fonctionnaire appelé gardien des 5 ports. Tenant son autorité directement de la couronne, tous les profits royaux de ces territoires lui reviennent, je pense, par concession. Quelques auteurs prétendent que c'est une sinécure. Il n'en est rien, car parfois le gardien a fort à faire pour filouter ses profits éventuels qui ne deviennent siens que précisément parce qu'il les filoute. Or, quand ces pauvres marins allaient, pieds nus, les pantalons roulés haut sur leurs mollets d'anguille, eurent péniblement tiré au sec leurs gras poissons, se promettant un rapport de 150 livres d'argent, sonnant pour son huile précieuse et ses fanons, alors qu'en imagination ils sirotaient déjà un thé de choix avec leurs épouses et une bonne bière avec les amis sur la foi de la part qui devait leur échoir à chacun. Alors s'avança un gentilhomme très savant, très chrétien et très charitable, portant sous le bras un exemplaire de Blackstone, et qui, l'ouvrant sur la tête de la baleine, leur dit « Bas les pattes, les patrons, ce poisson est un poisson amarré. » Je le saisis au nom du gardien. À ces mots, les pauvres marins, dans un atterrement respectueux, si spécifiquement anglais, ne sachant que répondre, se mirent à se gratter vigoureusement la tête à la ronde, leur regard allant lugubrement de la baleine à l'étranger. Cela n'arrangea pas l'affaire, pas plus que cela n'attendrit le cœur de pierre du savant gentilhomme à l'exemplaire de Blackstone. Enfin, l'un d'eux, après un long grattage en quête d'idées, s'enhardit à parler. « S'il vous plaît, sieur, qui est le gardien ? » Mais le duc n'a rien à voir avec la capture de cette baleine. Elle nous a donné beaucoup de tracas. Nous avons couru des dangers et dépensé de l'argent. Tout cela doit-il être versé au bénéfice du duc? N'aurons-nous rien d'autre pour notre peine que des ampoules? Le duc est-il si affreusement pauvre qu'il en soit réduit à ses extrémités pour gagner sa vie? Je pensais venir en aide à ma vieille mère infirme sur ma part de ce poisson. Le duc ne se contenterait-il pas d'un quart ou d'une moitié? En un mot, la baleine fut saisie, vendue, et monsieur le duc de Wellington encaissa l'argent, pensant que, vu sous certains angles, le cas aurait une petite chance d'être un tantinet revu, étant donné les circonstances et à cause de sa rigueur. Un honnête pasteur de la ville adressa une pétition au duc, le priant respectueusement de prendre en considération le sort de ces pauvres marins. À quoi monseigneur le duc répondit en substance: les 2 lettres furent publiées, que c'était déjà fait, qu'il avait reçu l'argent, et qu'il serait très reconnaissant au révérend de bien vouloir désormais se mêler de ses affaires. À lui, révérend. N'est-ce pas là le vieillard toujours militant, debout au carrefour des 3 royaumes pour arracher de toutes parts l'aumône aux mendiants? On aura tôt fait de comprendre qu'en ce cas, le prétendu droit du duc sur la baleine lui était délégué par le souverain. Il faut nous demander, dès lors, au nom de quel principe le souverain détient lui-même ce droit. Nous avons déjà parlé de la loi, Plowden nous donne la raison de principe. Selon lui, la baleine ainsi capturée appartient au roi et à la reine à cause de son excellence. D'après les plus saints commentateurs, c'est là un argument convaincant.
Mais alors pourquoi le roi aurait-il la tête et la reine la queue? Homme de loi fournissait à cela une raison. Dans son traité sur l'or de la reine, ou sur l'argent de poche de la reine, un auteur du banc du roi, un certain William Prince s'exprime ainsi: la queue est à la reine, afin que ses toilettes puissent être munies de baleines. Cela fut écrit à une époque où les fanons de la baleine franche étaient fort utilisés dans les corsages féminins. Or, les fanons ne se trouvent pas dans la queue, mais bien dans la tête. Et l'erreur est bien lamentable pour un homme de loi perspicace tel que Prynne. La reine serait-elle une sirène pour qu'on lui offre la queue? Il y a peut-être bien là quelques symboles cachés. Selon les juristes britanniques, il y a deux poissons royaux, la baleine et l'esturgeon. Ils sont tous deux propriétés royales, certaines restrictions mises à part, et fournissant nominalement le 10e des revenus ordinaires de la couronne. Je n'ai pas connaissance d'un autre auteur ayant abordé le sujet, mais j'en déduis que l'esturgeon doit être partagé de la même manière que la baleine, le roi recevant la tête, très stupide et très élastique, particulière à ce poisson, et considéré du point de vue symbolique, ce don pourrait bien être fondé, avec humour, sur des affinités présumées. Ainsi, il semble y avoir une raison à toute chose, même aux lois. Chapitre 91. Le Pécode rencontre le bouton de rose. On racla en vain la panse de ce Léviathan en quête d'ambre gris, l'effroyable puanteur ne décourageant pas cette recherche. Une semaine ou deux après la dernière aventure de chasse dont j'ai parlé, tandis que nous glissions lentement sur la mer somnolente dans la buée de midi, plus encore que les 3 paires d'yeux braqués du haut des mâts, les nombreux nez du Pécode se montrèrent prompts à la découverte. Une odeur singulière et fort peu agréable venait de la mer. « Je parierais bien quelque chose, dit Stubb, qu'il y a non loin l'un de ces cachalots dragués que nous avons chatouillés l'autre jour. Je me disais bien qu'ils ne tarderaient pas à rouler sur leurs quilles. » Bientôt, les vapeurs se dissipèrent devant nous et nous aperçûmes à une certaine distance un navire dont les voiles ferlées disaient qu'il avait à son flanc un cétacé de quelque espèce. Tandis que nous approchions, le pavillon à la corne d'Artimon nous apprit que l'étranger naviguait sous les couleurs françaises, et le tournoiement épais des rapaces marins qui planaient et s'abattaient autour de lui nous rendit évident que le cétacé remorqué était ce que les pêcheurs appellent une baleine ballonnée, c'est-à-dire une bête trouvée morte, dont le cadavre flottant n'appartient à personne. On comprendra aisément quelle odeur nauséabonde peut s'exhaler d'une telle masse. C'est pire qu'une cité assyrienne lors d'une épidémie de peste, quand les vivants n'arrivent plus à enterrer les morts. Certains la trouvent si intolérable qu'aucun appât du Gain ne saurait les persuader d'amarrer pareille épave à leurs flancs. Pourtant, quelques-uns ne reculent pas, nonobstant le fait que l'huile obtenue est de qualité très inférieure et ne ressemble en rien à l'essence de rose. Portés par une brise expirante, nous fûmes bientôt assez proches pour voir que le Français remorquait un second cétacé, dont le bouquet semblait encore plus odorant que celui du premier. Il se révéla être un de ces cachalots sujets à caution qui paraissent se dessécher et mourir d'une indigestion ou d'une dyspepsie prodigieuse, abandonnant une carcasse dépouillée de tout ce qui pourrait ressembler à de la graisse. Néanmoins, nous verrons en temps voulu qu'un pêcheur d'expérience ne fera pas fi d'un tel gibier, même s'il évite en général tous les cachalots ballonnés. Le Pécode était maintenant si près de l'étranger que Stubb jura reconnaître le manche de sa pelle à découpe pris dans les lignes emmêlées autour de la queue du cachalot. « En voilà un joli collègue, dit-il, goguenard, debout à l'avant, un vrai chacal. Je sais bien que ces grenouilles de Français sont minables en matière de pêche et qu'ils mettent parfois la mer pour des brisants les prenant pour des souffles de cachalots. Oui, et qu'ils partent parfois la cale pleine de chandelles de suif et de caisses de bougies de cire, de crainte que l'huile qu'ils pourront récolter ne suffise pas à tremper la mèche du capitaine. Tout cela nous le savons bien, mais attention, cette grenouille-là se contente de nos restes, je veux dire de ce cachalot dragué, et elle se satisfait aussi à racler les os secs de ce précieux poisson qu'il a là. Pauvre diable, qu'on me passe un chapeau, et je lui ferai un petit cadeau au nom de la Sainte Charité. Car l'huile qu'il tirera de ce cachalot, dragué n'est même pas bonne à brûler au bagne, ni dans la cellule d'un condamné. Quant à son autre cachalot,
Je suis sûr qu'on tirerait plus d'huile à débiter nos mâts pour la fonte que son paquet d'os. Quoiqu'à y réfléchir, il pourrait bien contenir quelque chose de plus précieux que l'huile, oui, de l'ambre gris. Je me demande si notre vieux y a pensé. Ça vaudrait la peine d'essayer, j'en suis. Et sur ce, il se dirigea vers le gaillard d'arrière. La brise faible avait laissé place au calme plat, de sorte que le Pécaud était maintenant pris au piège de cette odeur, sans espoir de délivrance si le vent ne venait pas à se lever à nouveau. Au sortir de la cabine, Stubb manda l'équipage de sa baleinière, puis se mit en devoir d'aller rendre visite à l'étranger. En passant sous sa proue, il vit que conformément au goût fantasque des Français, la partie supérieure en était sculptée en forme d'énormes tiges inclinées, peintes en vert, et qu'en guise d'épines des pointes de cuivre en jaillissaient ici et là, le tout se terminant en un bourgeon replié d'un rouge vif. En lettres d'or, sur son parois de poulaine, il put lire bouton de rose, tel était le nom romantique porté par ce vaisseau parfumé. Bien que Stubb ne comprit pas le sens du mot bouton, le mot rose et le bourgeon pris ensemble lui furent une explication suffisante. Un bouton de rose en bois, hein s'écria-t-il en portant une main à son nez. Voilà qui est saillant, mais il put. Afin de pouvoir parler à ceux qui étaient sur le pont, il dut contourner l'étrave et se rendre à tribord du navire, devant ainsi entretenir la conversation par-dessus le cachalot ballonné. De là, se tenant toujours le nez, il brailla. « Ohé, du bouton de rose, y a-t-il parmi vous des boutons de rose qui parlent anglais ?» « Oui, répondit un homme de Guernesey, penché au bastingage, et qui se révéla être le premier second. « Eh bien, ma fleur en bouton, avez-vous vu la baleine blanche ?»« La baleine blanche, un cachalot, Moby Dick, l'avez-vous vu ?»« Jamais entendu parler d'une baleine pareille. Cachalot blanc. Baleine blanche, non. Bon, alors, au revoir, je reviens dans 1 minute. » Il fit force de rame vers le Pécaud, et voyant Achab, qui penché sur la lisse du gaillard d'arrière, attendait sa réponse. Il mit ses mains en porte-voix et hurla « Non, sœur, non !» Sur quoi Achab se retira, et Stubb retourna vers le Français. L'homme de Guernesey se trouvait dans les porte-haubans avec sa pelle à découper, et Stubb remarqua qu'il s'était fourré le nez dans une sorte de sac. « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec votre nez? Cassé ?»« Je voudrais bien, je préférerais encore n'en pas avoir du tout, » répondit l'homme qui ne semblait pas faire ses délices de son travail. « Mais pourquoi tenez-vous le vôtre? »« Oh, pour rien. Il est en cire, je dois le tenir en place. Belle journée, n'est-ce pas? Je dirais même qu'on se croirait dans un jardin. Envoyez-nous un bouquet de fleurs des champs. Voulez-vous, bouton de rose? » « Du diable, que nous voulez-vous » rugit l'homme de Guernesey pris brutalement de colère. « Oh, restez froid. Oui, froid, c'est bien le mot. Pourquoi n'emballez-vous pas vos baleines dans de la glace pour y travailler? Mais blague à part maintenant, savez-vous, bouton de rose, qu'il est vain d'espérer de l'huile de telle baleine, c'est une sottise. Quant au séchon, là, il n'en contient pas un gallon. » « Je sais bien, mais voyez-vous, le capitaine ne veut rien croire, c'est son premier voyage. Il était fabricant d'eau de Cologne auparavant. Venez donc à bord, il vous croira peut-être plus facilement que moi, et je me tirerai de ce sale pétrin. »« Tout à votre service, mon doux et charmant ami, » dit Stubb en grimpant aussitôt sur le pont. Une scène curieuse s'offrit à ses yeux. Les matelots en bonnet de laine à pompons rouges préparaient les lourdes caliornes pour hisser les baleines. Ils travaillaient lentement, parlaient vite et ne semblaient guère de charmante humeur. Leur nez pointait vers le ciel comme autant de bouts dehors. De temps en temps, quelques-uns, plantant là leur travail, grimpaient au mât en quête d'un air plus pur. D'autres, pensant qu'ils allaient attraper la peste, trempaient de l'étoupe dans du goudron et la portaient à leurs narines. D'autres encore, ayant cassé leurs tuyaux de pipe au ras du fourneau, tiraient de vigoureuses bouffées de façon à être enfumés. De la cabine du capitaine dans la dunette, Stubb fut frappé d'entendre sortir des malédictions et des clameurs d'indignation. Il regarda dans cette direction et vit dans l'entrebâillement de la porte un visage enflammé.
C'était le chirurgien du bord en proie à des tourments, et qui, après avoir fait de vaines semonces contre les activités de la journée, s'était réfugié dans la dunette qu'il appelait le cabinet, pour éviter la pestilence, mais il ne pouvait se retenir de hurler de temps à autre des supplications furieuses. Prenant bonne note de tout cela, Stubb en augura fort bien pour ses projets, et se tournant vers l'homme de Guernesey, il fit avec lui un brin de causette, au cours de laquelle le second étranger exprima la haine qu'il portait à son capitaine. Un âne battait imbu de lui-même, qui les avait jetés dans une mélasse aussi puante que peu profitable. Tâtant prudemment le terrain, Stubb s'aperçut que l'homme de Guernesey n'avait pas été effleuré par la pensée de l'ambre gris. S'il évita ce sujet, Stubb se montra néanmoins sincère et confiant envers lui, de sorte qu'à eux deux, ils eurent tôt fait de comploter un petit plan destiné à la fois à circonvenir et à tourner en dérision le capitaine, sans qu'ils puissent douter le moins du monde de leur franchise. Leur conspiration voulait que le Français, feignant de jouer le rôle d'interprète, dise au capitaine tout ce que bon lui semblerait comme venant de Stubb, tandis que Stubb déviderait le chapelet de sottises improvisées qui lui viendraient à l'esprit. À ce moment-là, leur future victime sortit de sa cabine. Il était petit et brun, d'apparence plutôt frêle pour un marin, nanti toutefois de puissantes moustaches et de favoris, et portait une veste de velours de coton rouge et des breloques à sa montre au côté. Stubb fut courtoisement présenté à ce monsieur par l'homme de Guernesey, qui prit aussitôt fonction avantageuse d'interprète. « Que dois-je lui dire pour commencer ?» « Eh bien, » répondit Stubb, en jetant un œil sur la veste de velours, sur la montre et sur les breloques, vous feriez bien de lui dire d'abord qu'il me paraît un peu puéril, quoique je n'ai pas la prétention d'en juger. Il dit, monsieur, dit l'autre en se tournant vers le capitaine, que pas plus tard qu'hier son navire a rencontré un vaisseau dont le capitaine, le premier second et 6 matelots sont morts d'une fièvre provoquée par une baleine ballonnée qu'ils avaient amarrée. Le capitaine tressaillit et manifesta son désir d'en savoir davantage. « Du moment qu'il le prend ainsi, dites-lui que maintenant que l'ayant bien regardé, je suis tout à fait sûr qu'il n'est pas plus fait pour commander un navire baleinier que ne le serait un singe de l'île San Jago. En fait, dites-lui de ma part qu'il est un babouin. Il affirme sur l'honneur, monsieur, que cette autre baleine, la sèche, est encore plus meurtrière que l'autre. Bref, monsieur, il nous adjure, si nous tenons à nos vies, de larguer ces poissons. » Le capitaine se précipita sur-le-champ à l'avant et donna, d'une voix forte, l'ordre à son équipage de cesser de hisser les caliornes et de couper instantanément les câbles et les chaînes qui amarraient les cachalots. « Et maintenant ?» demanda l'homme de Guernesey, lorsque le capitaine fut revenu. « Bon, laissez-moi réfléchir. Oui, vous pouvez lui dire que je l'ai roulé et, à part, peut-être quelqu'un d'autre du même coup. Il dit, monsieur, qu'il est très heureux d'avoir pu nous rendre service. » À ces mots, le capitaine jura que c'étaient eux, lui-même et le second, qui étaient heureux et reconnaissants, et il conclut en invitant Stubb à venir boire une bouteille de Bordeaux dans sa cabine. « Il voudrait que vous alliez boire un verre de vin avec lui, » transmit l'interprète. « Remerciez-le chaleureusement, mais dites-lui que c'est contraire à mes principes de trinquer avec un homme que je viens de rouler. Bref, dites-lui qu'il faut que je parte. » Il dit, monsieur, que ses principes lui interdisent de boire, mais que si monsieur désire vivre un jour de plus pour boire, alors que monsieur a meilleur temps de mettre à la mer ses 4 pirogues et de déborder au plus vite de ses baleines, car avec pareille accalmie, elles ne dériveront pas toutes seules. Stubb avait déjà sauté par-dessus bord, et de sa baleinière, il héla l'homme de Guernesey, lui disant qu'ayant à son bord un long câble de remorquage, il ferait son possible pour les aider en tirant la plus légère des 2 baleines. Cependant que les pirogues des Français remorquaient le navire dans un sens. Stubb tirait charitablement sa baleine dans l'autre sens, filant ostensiblement un câble d'une longueur exceptionnelle. La brise se leva au même instant. Stubb feignit de larguer son cachalot. Ayant hissé ses baleinières, le navire français prit rapidement de la distance,
tandis que le péquod se glissait entre lui et la proie de Stubb. Sur quoi, Stubb amena sur le cadavre flottant, cria ses intentions au péquod, et se mit aussitôt en devoir de cueillir les fruits de sa fourberie. Empoignant sa pelle d'embarcation, il commença de creuser un peu en arrière de la nageoire pectorale. On aurait dit qu'il ouvrait une fosse dans la mer, et lorsque sa pelle heurta enfin les côtes décharnées, on eût dit qu'il tirait d'antiques poteries romaines d'une terre grasse d'Angleterre. L'équipage de sa baleinière, tout en l'aidant, était sur des charbons ardents, aussi impatients que des chercheurs d'or. Et pendant tout ce temps, les oiseaux sans nombre fondaient du ciel, plongeaient, criaient et se battaient autour d'eux. Stubb commençait à être déçu cependant que s'aggravait l'horrible bouquet, lorsque soudain du sein même de cette pestilence s'échappa l'effluve d'un léger parfum qui traversa la marée de la puanteur sans se laisser submerger, comme au confluent d'un fleuve les eaux roulent pendant un certain temps ensemble, sans se mélanger. « Je l'ai !» s'écria Stubb avec ravissement en frappant quelque chose dans ce souterrain. « Un sac, un sac !» Laissant tomber sa pelle, il y enfonça ses 2 mains et sortit des poignées d'une matière ressemblant à un brin savon de Windsor ou à un fromage marbré qui eût été de plus onctueux et odorant. On l'entamait aisément de l'ongle et il était d'une nuance allant du jaune au gris cendré. Et ce n'était, mes amis, ni plus ni moins que de l'ambre valant une guinée d'or l'once chez n'importe quel apothicaire. La récolte fut de 6 poignées. Il s'en perdit inévitablement plus que cela dans la mer. Peut-être qu'il y en aurait eu davantage encore, à en sortir n'eût été l'impatience d'Achab, qui ordonna à Stubb d'abandonner et de remonter à bord, faute de quoi le navire lui ferait ses adieux.